Vous avez été très proche de Guy Verhofstadt, vous l'avez conseillé en communication. Quel est quand même votre avis sur c'est quoi le style de communication d'Yves Le Terme qui est quand même censé succéder à Verhofstadt? C'est quoi ce style? Ça se caractérise comment, hormis peut-être par l'une ou l'autre boulette? Alors, il faut quand même savoir que être proche d'un responsable politique quand on s'occupe de sa communication, ce n'est pas nécessairement être d'accord avec tout ce qu'il dit. Ouais. Et je pense qu'une des forces que j'avais, c'est comme je n'étais demandeur de rien vis-à-vis de Guy Verhofstadt, j'avais une grande liberté de lui dire que je trouvais qu'il pouvait se tromper, que ceci n'était pas sans doute l'attitude à prendre dans telle ou telle situation, même si c'est quelqu'un de doué et que ça n'arrivait pas tout le temps. Il faut savoir. n'est pas tout à fait celle-là. Je sais bien, mais c'est pour préciser. C'est pour préciser. C'est pour préciser. Alors, oui. Ça c'est un. Il faut dans l'entourage, et j'y arrive, dans l'entourage des responsables politiques, il faut des gens qui osent ne pas être d'accord avec eux et leur dire non, là c'est une erreur, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Et je pense que c'est plus facile d'avoir ce genre d'entourage lorsqu'on est déjà en position. Et lorsqu'on est déjà en position d'avoir réalisé un gouvernement ou d'être Premier ministre, quand on est dans la position intermédiaire, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes en train d'excuser les boulettes d'Yves Le Terme en termes de communication Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que, je pense que c'est très difficile d'avoir des conseillers quand on n'est pas encore en situation, qui vont prendre le risque de se disputer avec quelqu'un qui pourrait éventuellement leur donner un job une fois qu'il serait Premier ministre. C'est comme ça, c'est une réalité. Et deuxièmement, dans une phase de négociation, c'est extrêmement difficile de contrôler la communication parce qu'il n'y a rien qui soude vraiment les choses. Ou alors, il faut avoir une très grande capacité d'entraînement à cause soit d'un aspect un petit peu visionnaire, enthousiaste, comme l'avait Verhofstadt, soit alors avec un côté craque-dedans, comme pouvait l'avoir Jean-Luc Dehaene avant. Qui communique bien pour l'instant, malgré la crise? Est-ce qu'il y en a qui communiquent mieux que d'autres, d'après vous? Certains journalistes disent, évidemment, de façon un petit peu discrète, Écolo et CDH côté francophone sont quand même les partis qui s'en sortent le mieux. Franchement, je pense qu'on ne pourra dire ça qu'à la fin de l'histoire. Pourquoi ? Parce que seul le résultat va compter. Vous savez, moi je me souviens du débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Il y avait des gens qui, juste après le débat, estimaient que Ségolène Royal, lorsqu'elle s'est énervée à propos des handicapés dans les écoles, etc., avait marqué des points. Et puis le lendemain, il y a des sondages qui ont montré, et surtout le résultat du vote aussi, que ça n'avait pas nécessairement été une bonne idée. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé que toute sa communication était mauvaise. Alors, les analyses qu'on peut faire sur les stratégies de communication et le résultat immédiat qu'elles donnent doivent être quand même remis en perspective. Vous savez, une bonne stratégie, c'est celle qui vous fait gagner à la fin. Et tout le reste, tout le reste est fort relatif. Le relais pour ma dernière question. Si jamais l'orange-bleu, malgré tout, finit par mûrir, comment est-ce qu'on peut communiquer après autant de mois de crise? Comment est-ce qu'on peut communiquer autour d'une orange-bleu New Look? Est-ce qu'il y a, au niveau de la communication, une possibilité simplement pour l'orange-bleu d'exister? Oui, tout ça va dépendre de tas de facteurs. D'abord, il faut savoir que lorsque, à la fin d'un processus, il y a quand même moyen de trouver une issue, ça peut avoir un effet d'entraînement. Et donc, la première raison qui permettra à l'orange-bleu éventuellement d'avoir une communication efficace, c'est s'il y a enfin une dynamique collective et une dynamique de confiance entre les partenaires. On en est loin pour l'instant. Pour l'instant, on en est loin. Et puis, on ne peut pas non plus sous-estimer le fait que si, après une crise d'une telle longueur, un gouvernement, quel qu'il soit finalement, parce que ça pourrait aussi valoir pour d'autres formules, parvient à se créer, il y aura sans doute, par rapport à des inquiétudes qui existent dans la population, une certaine exaspération, un sentiment de soulagement. Et donc, ça pourrait être la base quand même d'une communication positive. Parce que les gens se diront, ouf, il y a quand même un gouvernement, on va lui donner sa chance.
Mais c'est totalement imprévisible parce qu'on pourrait aussi se retrouver dans une situation où, à cause d'une ou l'autre déclaration malheureuse, du sentiment que les partenaires donneraient qu'ils sont contraints, forcés, que c'est un mariage de raison, que c'est un pis-aller, etc. Et dans ce cas-là, la communication ne sera pas optimale. Vous savez, tout ça est quand même extraordinairement improvisé au fur et à mesure. Et assurer la communication, c'est essentiellement faire en sorte que des événements qui paraissent extrêmement contradictoires, divers, chaotiques, soient réorganisés dans quelque chose qui donne une perspective. C'est ça une véritable communication. Évidemment, ça ne doit pas être vu non plus seulement comme quelque chose qui est cynique, qui est un peu du bidonnage, parce que c'est ça aussi qui doit permettre de tracer une perspective et de faire en sorte que les gens puissent se prononcer par rapport à une politique qui est menée. Alain Javache, merci d'être venu nous faire un petit coucou à la rédaction. Merci aussi à Christophe de Cavel qui m'a aidé à préparer en quelque sorte cette émission. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt. Bientôt.